Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers intervenants, chers participants, alors en cette journée mondiale de la santé mentale, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue ici en Normandie, dans ce lieu exceptionnel que représente le mémorial de Caen, en particulier cette année, comme vous le savez peut-être, c'est l'année du millénaire de Caen. Et donc on a eu deux grands événements cette année, on a eu le Tour de France et on a donc le deuxième colloque, donc c'est vraiment deux événements extrêmement importants. Je ne sais pas, ma collègue Amand Renouf en parlera, mais c'est vrai que le choix du lieu, de ce lieu, me semble très opportun, car il rappelle une partie de notre histoire, avec ses malheurs, ses causes, ses conséquences. Et s'il rappelle une partie de notre histoire, il symbolise aussi notre capacité de questionnement et de résilience face aux bouleversements que nous avons subis. Je voulais remercier l'espace de réflexion éthique de Normandie et de Bretagne d'avoir co-organisé ce colloque, preuve d'une belle collaboration entre nos deux belles régions, ça il faut le dire, hein, les Bretons et les Normands, important de les réunir. Ce deuxième colloque interrégional Normandie-Bretagne d'éthique en santé, colloque consacré à une question aussi complexe que profondément humaine, respect de l'autonomie et vulnérabilité, quelle place pour les proches dans la prise de décision en santé. Alors en tant que soignants, comme beaucoup d'entre vous, nous savons combien la prise de décision en santé est un processus délicat. Elle ne se résume pas à un simple échange d'informations entre un professionnel et un patient. Elle engage des valeurs, des affects, des vulnérabilités, des incertitudes. Et dans ce contexte, les proches, familles, amis, aidants apparaissent comme des figures à la fois essentielles et parfois problématiques. Ce colloque se donne pour objectif de penser ensemble cette tension fondamentale entre respect de l'autonomie individuelle et reconnaissance de la vulnérabilité, qu'elle soit psychique, cognitive, affective ou sociale. Et surtout, elle interroge la place à accorder aux proches, acteurs à part entière, témoins, représentants, médiateurs, parfois obstacles. Vu le programme d'aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre de ces questions vont être traitées. Pour terminer, je voulais remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants, universitaires, praticiens, juristes, philosophes, sociologues, patients et proches, qui croiseront leur regard sur cette problématique. Et permettez-moi de remercier en particulier Cyril Azouf-Thomas, directeur de l'espace de réflexion éthique de Bretagne, et mon ami Grégoire Moutel, directeur de l'espace de réflexion éthique de Normandie, et en particulier M. Jean-François Delfrécy, président du Comité consultatif national d'éthique, qui nous honore de sa présence, qui vient régulièrement en Normandie. Donc je vais demander à la région une gratuité des transports Paris-Normandie. Et je crois, Amand, tu as prévu de lui remettre son passeport normand à la fin de la journée, parce que c'est devenu un vrai Normand. Je vous souhaite un excellent colloque. Merci Paul. Alors puisqu'on évoquait la région, je ne sais pas s'il y a un ordre de préséance, mais en tout cas il y a un ordre, voilà, autoproclamé, de Amand Renouf, donc qui est conseiller régional. Et j'insiste pour dire que nous avions été formidablement accueillis effectivement par vos collègues et nos amis bretons l'année dernière. Donc on a essayé de leur rendre l'appareil. Et vous avez vu que la barre était haute, mais on est pas mal quand même. On les aime bien, mais globalement on essaye de faire aussi bien qu'eux. Et je pense qu'aujourd'hui on a réussi. Merci à vous. Donc, monsieur le directeur de l'espace de réflexion éthique de Normandie, monsieur le directeur de l'espace de réflexion éthique de Bretagne, monsieur le directeur de l'UFR Santé de l'Université de Caen Normandie, cher Paul. Alors, on m'a dit que, voilà, monsieur le secrétaire de l'Ordre des médecins du Calvados, il n'est pas là. Bon, très bien. Mesdames et messieurs, donc c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de représenter donc la région Normandie et son président Hervé Morin à l'occasion donc de ce deuxième colloque interrégional d'éthique en santé, donc qui a lieu au Mémorial de Caen, comme l'a rappelé Paul Miliès, donc un lieu hautement symbolique. Alors il est vrai que les questions de bioéthique ne relèvent pas directement de nos compétences régionales, et pourtant ces questions nous concernent tous dans une société qui est confrontée au vieillissement de la population, aux transitions numériques et écologiques et à l'évolution des pratiques médicales. Nous avons tous une part de responsabilité pour construire une santé plus humaine, plus accessible et plus éthique. La bioéthique, c'est le regard que nous portons sur la dignité humaine, l'autonomie et la vulnérabilité. C'est également une réflexion sur la place des proches, des aidants, des accompagnants, sur la décision partagée, sur la manière dont nos institutions accompagnent les plus fragiles au quotidien.
Et tout cela entre en concordance avec les politiques que nous menons à la région en matière de santé, de formation, de recherche, d'innovation, d'accessibilité, mais aussi d'aménagement du territoire. En 2023, la région Normandie a adopté une feuille de route ambitieuse en matière de santé pour la période 2023-2030 en mobilisant plus de 920 millions d'euros. Notre objectif est clair, faire face aux grands défis de notre temps que sont notamment le vieillissement de la population, et sur ce plan, la Normandie est fortement touchée comparativement à d'autres régions. La désertification médicale, là encore, notre région est fortement impactée. Les maladies chroniques, ou bien encore la transition numérique et l'émergence de l'intelligence artificielle. Pour cela, nos priorités sont simples. Former et attirer les professionnels de santé de demain, garantir l'accès aux soins pour tous, soutenir la recherche et l'innovation, et enfin, promouvoir le bien-être et la santé mentale. Alors, à titre d'information, en 2024, la région Normandie a financé près de 10 000 parcours de formation sanitaire et sociale pour un budget de plus de 74 millions d'euros. Nous nous sommes également battus pour obtenir l'ouverture de 2 facultés dentaires, l'une à Rouen et l'autre à Caen, afin de pallier à la grande pénurie de dentistes sur notre territoire et qu'à terme, nous ne soyons plus la région la moins dotée de France, ce qui est malheureusement le cas aujourd'hui. Nous œuvrons également au niveau de l'aménagement du territoire, que ce soit pour lutter contre les déserts médicaux, en développant et finançant des PSLA, mais également en développant des initiatives telles que les médicobus ou les centres de santé mobiles. En partenariat avec l'ARS, nous avons engagé 455 millions d'euros afin d'améliorer l'accès aux soins et moderniser les infrastructures hospitalières existantes. Je pense notamment à l'hôpital de Granville, à celui de Lisieux ou bien encore à celui de Pont-de-Mer, et bien d'autres encore. Nous finançons également des actions relatives à la santé mentale chez les 15-30 ans. Au sujet du bien vieillir, nous croyons en une approche transversale qui relie prévention, innovation sociale et technologique. À ce titre, notre partenariat avec le Gérontopole de Normandie est exemplaire. Depuis 2019, nous le soutenons à hauteur de 40 000 euros par an pour structurer un réseau de plus de 120 partenaires, encourager la recherche et accompagner le développement de la silver economy. Nous avons également contribué aux travaux sur l'habitat innovant, qui représente un enjeu majeur afin de permettre à nos aînés de vivre dans un environnement sûr, adapté, connecté et propice au lien social. Et enfin, nous avons financé la mise en accessibilité de nos gares pour les personnes handicapées afin de favoriser la mobilité pour tous. Je veux enfin saluer le rôle essentiel des espaces de réflexion éthiques régionaux créés par la loi de bioéthique de 2004, qui sont vraiment les acteurs clés de la bioéthique en France. En Normandie, nous avons la chance de pouvoir compter donc, sur l'espace de réflexion éthique de Normandie, porté par le professeur donc, Grégoire Moutel, qui est avec nous aujourd'hui, et Madame Mylène Gouriot. Alors, je ne l'ai pas... Madame Mylène Gouriot, enchantée. Leur action contribue à une réflexion collective sur des sujets aussi essentiels que la fin de vie, la place des proches et des aidants, ou bien encore le handicap, le grand âge et la dépendance. Pour conclure, je terminerai mon propos en rappelant que la bioéthique n'est pas un domaine réservé aux experts, mais qu'elle nous concerne tous. Et elle est ce pont entre l'innovation et l'humanité, entre la technique et le soin, et entre la vulnérabilité et la dignité. Et c'est pourquoi la région Normandie est fière de soutenir ces sujets et de promouvoir une vision de la santé à la fois éthique, territoriale et inclusive. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon colloque. Merci. Je vais passer la parole à Nathalie Havas, donc, qui représente la direction de notre CHU, puisque je vous rappelle que les espaces éthiques, enfin je vous informe sur le fait que les espaces éthiques sont adossés en fonctionnalité au CHU dans les territoires, avec un financement de l'ARS que je remercie et qui sera représenté cet après-midi. Et Nathalie a une autre compétence et qualité, c'est qu'elle est directrice d'affaires juridiques et juriste, et que les sujets qu'on échange tous les jours, quotidiennement dans l'institution, croise la thématique de notre journée. Donc je sais qu'elle a beaucoup d'appétence pour ce qu'on fait. Merci Grégoire. Bonjour à toutes et à tous. Alors le directeur général du CHU Caen Normandie, Frédéric Varnier, n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui, mais il a tenu à être représenté à ce deuxième colloque interrégional d'éthique en santé. Il s'agit pour notre établissement d'un rendez-vous important parce qu'il place la réflexion éthique au cœur de la pratique et du débat public. Alors j'aimerais commencer par une scène de la vie d'un service du CHU. Un matin, Camille, 33 ans, revient nous voir. Sa demande de PMA, procréation médicalement assistée, avait été préparée en couple, puis la vie a basculé. Elle revient seule avec le même projet, la même détermination.
À côté d'elle, d'autres patientes attendent depuis des mois. La dernière loi bioéthique de 2021 a ouvert la PMA à toutes les femmes, en couple ou non, une avancée majeure. Elle a aussi mis fin à l'anonymat des dons, permettant aux enfants d'accéder à leurs origines. Mais cette ouverture a aussi révélé la rareté de la ressource. Réorganisation des stocks, délai allongé à près de 18 mois en 2024. Ces réalités s'invitent dans nos consultations et dans nos arbitrages. Autre situation rencontrée au CHU il y a quelques mois, la PMA post-mortem. Toujours interdite en France, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le Conseil d'État en 2024, mais désormais contestée devant la CEDH. Ces situations révèlent le décalage qui existe parfois entre les trajectoires humaines et le droit positif. Elles nous obligent à poser collectivement les bonnes questions. Par exemple, comment prioriser équitablement quand la demande dépasse l'offre ? Cela suppose des critères clairs, expliqués, assumés et des décisions collégiales, notamment pour les dossiers complexes. Autre situation très concrète de la vie hospitalière, celle de la personne de confiance. C'est un droit fondamental reconnu à tout patient, celui de désigner la personne de son choix pour l'accompagner dans son parcours de soins. En théorie, ce dispositif incarne parfaitement l'autonomie du patient et la continuité de sa parole. En pratique, il reste souvent méconnu. Combien de patients ne désignent pas de personne de confiance en raison d'un manque d'information ? Combien de familles confondent cette personne avec la personne à prévenir, créant malentendus et tensions au moment le plus sensible ? Pour les équipes, ces situations peuvent être source de dilemmes concrets. Que peut-on dire aux proches sans trahir le secret professionnel ? Comment communiquer quand la personne de confiance est informée, mais que d'autres membres de la famille se sentaient exclus ou tenus à l'écart ? Comment préserver la confiance de tous sans diluer le respect du droit du patient ? Ces questions, qui semblent parfois de pure forme, touchent en réalité à la qualité du soin et du lien. Elles nous rappellent que l'éthique se joue souvent dans ces moments fragiles, à la frontière entre le juridique, le relationnel et l'humain. Ces exemples illustrent bien pourquoi la présence parmi vous aujourd'hui du CHU a tout son sens. Parce que l'éthique n'est pas un chapitre théorique, c'est la grammaire quotidienne de notre action clinique, qu'il s'agisse de soins, de recherche, d'enseignement ou de dialogue avec les proches. Ces exemples s'inscrivent aussi dans un moment clé. Le Comité consultatif national d'éthique prépare les états généraux de bioéthique en 2026. Cette nouvelle étape de réflexion portera sur des sujets essentiels, la procréation, la fin de vie, l'intelligence artificielle et les données de santé, mais aussi la place des proches dans la décision médicale. Notre responsabilité à nous, professionnels de terrain, c'est de faire entendre l'expérience du soin réel, celui des équipes, des patients et des familles, pour que la prochaine loi réponde aux attentes concrètes des professionnels et des usagers. Au CHU en Normandie, cet engagement se traduit aussi dans nos projets, notamment concernant la personne âgée. L'objectif serait de réunir sur un même site les compétences du soin, de la recherche et de la formation pour mieux accompagner les personnes en situation de vulnérabilité ou de perte d'autonomie. Il s'agirait d'en faire un lieu d'innovation et de réflexion éthique, où chaque décision intègre autant que possible l'exigence de respect de la dignité de la personne. Alors ce colloque est l'occasion de croiser nos regards, de confronter nos pratiques, nos doutes, nos convictions, pour éclairer les décisions des soignants, toujours singulières, souvent complexes, parfois difficiles, et ainsi améliorer la compréhension des décisions par les patients et leurs familles. Il nous permet de prendre collectivement un temps de recul dans un contexte où les avancées scientifiques se multiplient et les attentes sociétales évoluent rapidement. Alors je terminerai en revenant à Camille et à tant d'autres. Nous ne pourrons pas toujours dire oui, mais nous pouvons toujours dire la vérité, décider juste et accompagner. Cette journée s'annonce riche d'échanges, de questionnements et de regards croisés, et j'en remercie particulièrement les organisateurs. Bon colloque à tous. Merci beaucoup Nathalie.
Je vais passer la parole à Christine Chantrel. Juste un petit propos liminaire, puisque Jean-François Delfrécy le sait, dans l'objectif d'animer les états généraux dans les territoires, il faut des relais territoriaux, de manière à aussi faire qu'on soit au plus près des populations et de la dimension de la citoyenneté. Et voilà, la Mutualité française, en ce sens, est un de nos partenaires qui nous aide et qui va nous aider, voilà, en 2026 dans cette dynamique-là. Donc la raison pour laquelle Christine Chantrel, qui est la présidente de la Mutualité française en Normandie, voilà, est à nos côtés aujourd'hui. Alors, messieurs les directeurs des espaces de réflexion éthique de Normandie et de Bretagne, monsieur le président du comité consultatif national d'éthique, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Alors, je souhaite d'abord remercier chaleureusement les espaces de réflexion éthique de Bretagne et de Normandie pour l'organisation de ce colloque. Votre initiative est précieuse pour nourrir les réflexions des prochains États généraux de la bioéthique. C'est un honneur pour la Mutualité française d'être associée à cette journée. La Mutualité française Normandie est partenaire de l'EREN depuis 2019 et nous avions eu le plaisir d'être associés à la première édition de ce colloque interrégional d'éthique en santé qui s'est donc tenu à Saint-Malo l'année dernière. Alors je dois aussi d'abord excuser notre président, Éric Chenu, qui ne peut être parmi nous aujourd'hui parce que malheureusement retenu par d'autres engagements. Il m'a demandé de vous transmettre ses salutations et son soutien à cette démarche qui correspond pleinement aux valeurs que nous partageons. Notre présence ici aujourd'hui, elle s'inscrit dans la continuité de notre engagement quotidien auprès des publics les plus fragiles, de leurs familles et de leurs proches. Nos plus de 350 services de soins et d'accompagnement mutualistes en Normandie et en Bretagne agissent au plus près des territoires. Ce sont 5000 salariés et des centaines d'élus mutualistes qui, chaque jour, œuvrent pour une prise en charge respectueuse des vulnérabilités dans une logique non lucrative et solidaire. L'éthique n'est pas pour nous un simple principe, elle guide nos actions à tous les niveaux. Comment garantir le respect de la dignité et de l'autonomie des personnes? Comment concilier innovation et humanisme? Comment accompagner les aidants, ces acteurs essentiels mais trop souvent invisibles? Nos unions régionales et nos unions territoriales sont au cœur de ces enjeux. Elles abordent quotidiennement des questions éthiques complexes comme au sujet de la procréation, la fin de vie, l'utilisation des données de santé ou encore la place des proches. Elles le font en s'appuyant sur le cadre juridique, mais aussi en innovant et en collaborant avec les acteurs locaux, les associations, les chercheurs, les institutions, pour contribuer aux réflexions et faire avancer les pratiques. Parce que la vulnérabilité ne doit pas signifier exclusion, mais écoute, respect et accompagnement. Des établissements mutualistes sanitaires et médico-sociaux forment leurs équipes à l'éthique du care, organisent des temps d'échange avec les proches et veillent à ce que chaque décision soit prise avec la personne, jamais à sa place. Cette approche centrée sur l'humain est au cœur de notre identité mutualiste. Depuis toujours, nous plaçons la personne et ses besoins au centre de nos préoccupations. Chaque personne, quel que soit son âge, son état de santé ou sa situation sociale, mérite d'être accompagnée avec dignité. C'est cette conviction qui nous pousse à agir, à innover et à nous engager pour un système de santé plus juste. C'est dans cet esprit que la Mutualité française a annoncé sa volonté de mettre en place des états généraux de la santé et de la protection sociale. Nous lançons, avec ces états généraux, une démarche ouverte à tous, citoyens, professionnels, élus, chercheurs, pour repenser ensemble les fondements de notre système de santé. L'objectif est clair, réfléchir et faire des propositions pour un système plus juste, plus solidaire et plus résilient, en phase avec les besoins réels des populations. Et pour y parvenir, nous aurons besoin de votre engagement. Nous comptons sur vous tous pour défendre un modèle de santé accessible à tous, où la qualité des soins et l'accompagnement priment sur les logiques financières. Les prochaines échéances électorales, même incertaines, doivent être une opportunité pour valoriser le rôle du non lucratif et de l'économie sociale et solidaire dans les territoires. Les défis sont nombreux.
Un tiers des Français renoncent encore à des soins pour des raisons financières. Les EHPAD sont confrontés à des difficultés économiques. Des déserts médicaux persistent. Autant de situations qui nécessitent une réponse collective et déterminée. Ce colloque qui nous réunit aujourd'hui est une occasion d'échanger, de partager nos expériences et d'avancer. C'est ensemble que nous ferons avancer les choses. En conclusion, je nous souhaite une journée riche en réflexion et en échanges. Et la Mutualité française reste à vos côtés pour défendre une santé solidaire, accessible et humaine. Merci. Je vais passer la parole à Cyril Azif-Thomas. Tu es notre invité. Je salue tous les Bretons dans la salle à travers toi et je te cède la parole. Merci Grégoire, merci à vous. Merci donc à Grégoire Moutel, directeur de l'espace de réflexion éthique de Normandie. Merci à Madame Havas, qui est directrice des affaires juridiques et qui représente le directeur général du CHU de Caen, où j'ai fait mes premiers pas en tant qu'interne de psychiatrie. À l'époque, c'était le professeur Zarifian qui le dirigeait. Merci à Madame Renouf, conseillère régionale, sur cette vision prospective. Et puis, merci à Mme Chantreuil pour la Mutualité française de Normandie. Bien entendu, je salue le professeur Delfrécy, qui dirige le Comité consultatif national d'éthique, sa vice-présidente, Mme Caron d'Église, un de ses anciens membres, le professeur Régis Aubry, qui nous avait fait le plaisir l'année dernière de conclure notre première journée à Saint-Malo. Et puis, bien entendu, Gilles Raoul Cormeil, qui a rejoint le Comité consultatif national d'éthique et que vous avez la chance d'avoir comme professeur de droit ici à Brest, qu'on a pu aussi avoir un petit peu à Brest il y a quelques années. Donc, ça a été un vrai plaisir. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, chers consoeurs, chers confrères, ce petit mot d'accueil, c'est toujours un exercice, bien entendu, un petit peu obligé. Et j'aime toujours, dans ces cas-là, replacer les choses dans une dimension historique. On a entendu tout à l'heure que c'était le millénaire en 2025 donc, de Caen. Et je vais vous remettre en mémoire une des phrases de Guillaume le Conquérant. « Par les splendeurs de Dieu, cette terre, voilà que je l'ai saisie dans mes mains. Elle ne m'échappera plus. » Car, alors, cette phrase nous résonne, car du côté de l'éthique en santé, et surtout de la médecine, il est bien délicat de s'y prendre et de prendre cet acte délicat qu'est le soin en main, avec ou sans les proches, et on va y réfléchir toute la journée. Prendre soin est en effet une expression curieuse quand on y réfléchit un peu, tant il est d'abord ce soin à considérer, tant il est à considérer que le soin est essentiellement une attention qui se donne et se reçoit. Pour autant, le prendre soin est devenu une expression consacrée et les soignants, mais pas seulement les soignants, comme Guillaume, ne le lâcheront plus. Encore convient-il de le partager, de penser et construire la place des proches dans la confiance, dans le partage. Et c'est cette même entente, ce partage, ce vrai lien de confiance et de conscience d'ailleurs, qui a permis à la Bretagne et à la Normandie de réunir leurs forces pour installer dans le paysage de la bioéthique à la française ces colloques interrégionaux dont nous avons le plaisir d'assister à la seconde édition. Le programme en est riche et nous ne manquerons pas d'échanger les points de vue et d'enrichir tant l'opinion des professionnels de santé que l'opinion citoyenne, sans oublier, ce qui fera plaisir à Jean-François Delfrécy, d'éveiller l'esprit critique de nos étudiants venus en nombre. Donc, bon congrès, belle journée d'études britanno-normandes qui, honnêtement, quelle chance a lieu dans ce bel écrin qu'est le Mémorial pour la paix. Merci Cyril. Alors on va essayer de faire vite, et ceux qui disent ça généralement sont un peu longs, donc je vais essayer d'être responsable en la matière. Juste pour être dans mon rôle, et si j'en oublie qu'il m'excuse, mais de remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de cette journée. Donc ils ont pris la parole,
que ce soit nos CHU, que ce soit les 2 régions, que ce soit les conseils des ordres professionnels, en particulier le conseil de l'ordre de médecins, donc qui s'excuse de ne pas être présent à la minute, mais qui va nous rejoindre dans la journée. Et puis également des partenaires, donc mutualistes, mais également, vous avez vu, des éditeurs, parce qu'il faudra bien diffuser ces travaux et les retranscrire pour que le plus grand nombre y ait accès. Je voudrais aussi les souligner, puis ça ne va pas forcément lui plaire, parce qu'il est discret de caractère, la présence du professeur Jean-Marc Ballette, ici présent, qui était mon prédécesseur à la tête de cet espace éthique, qu'il a créé. Et il m'a aidé, ou je l'ai aidé, je ne sais plus. Enfin, on a fait un binôme sur la fusion des 2 espaces éthiques régionaux, Rouen et Caen. Et donc, Jean-Marc, merci de ta présence. Vous l'écouterez tout à l'heure comme intervenant, mais c'était important pour moi de souligner cette dimension affective et amicale à son égard. Alors, sur la question de la journée, on y reviendra, puisque je prends la parole tout à l'heure, mais puisque Jean-François est là, il connaît nos ADN respectifs. L'intérêt des espaces éthiques, et Nathalie Havas l'a souligné, c'est cette éthique de terrain qui amène à résoudre des questions au quotidien avec des besoins de compétences, hein, il faut le dire, on a besoin de compétences pour aider les équipes. Et donc la compétence passe par la sensibilisation de tous les acteurs à ces questions-là. Et avec le plus grand respect que j'ai pour Jean-François, Anne-Caron d'Église, tous mes collègues et amis qui siègent dans les instances nationales, que ce soit au Comité national d'éthique ou Cour de cassation. Et on en parlait hier soir au repas. La difficile articulation entre la norme, le théorique et la pratique, et le quotidien de chacun. Et je pense que voilà, une des missions des espaces éthiques, c'est cette articulation qui a finalement 2 finalités. Aider à prendre des décisions sur le terrain, mais aider à éclairer les décisions du haut, hein, et de la société, puisqu'on connaît le décalage de notre société entre voilà, des intentions politiques, des décisions théoriques et la complexité de l'application par les professionnels. Donc en tout cas, c'est ce qu'on porte dans beaucoup d'espaces éthiques et particulièrement en Normandie. Un petit point également préliminaire pour vous dire que je dois remercier l'ensemble des équipes aussi, des territoires, on l'a dit, mais des 2 espaces éthiques. Mylène Gouriot a déjà été citée, donc elle va en avoir marre. Mais c'est vrai qu'on n'anime pas une équipe seule. Il y a Sandra qui nous a rejoint, il y a Guillaume Grandazzi, et j'en oublie. Il doit y avoir Pauline, il doit y avoir PA dans la salle. Bref, Grégoire Moutel n'est pas seul. Voilà, et c'est très très important.